ils n'ont pas des moyens pour subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi ils se sont mis dans le banditisme, dans le kidnapping. Évidemment, si on suit de près, il y a certaines autorités qui peuvent être des mèches avec eux. C'est ça mon point de vue. Parce que le kidnapping organisé à ce niveau-là, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, sûrement, il y a des gens qui les encadrent et qui les poussent à faire ça. Sûrement, il y a des gens qui les encadrent. Mais quand on voit ces jeunes, leur âge tourne dans la fourchette entre à peu près 20 ans à 35 ans. Est-ce que ce n'est pas une main-d'œuvre qu'on pouvait exploiter dans la guerre? Ça, c'est une mauvaise chose parce que ça. Parce qu'il c'est un député en fonction, je crois. Oui, oui, il est en fonction. Donc, quand un député en fonction est abattu comme ça, et maintenant, à plus forte raison, les peuples qui vivent dans les périphéries. Donc, ça, c'est grave. Laissons la justice à faire son travail et on verra comment ça va aboutir. Vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique, comment le jeune est encadré? C'est par le travail, c'est comment les jeunes sont encadrés? Est-ce que les jeunes ici, par exemple, aux États-Unis, dans le tas du Colorado où vous êtes, est-ce que les jeunes peuvent déjà travailler très jeunes, être impliqués dans le travail? Oui, déjà à l'école primaire, pendant les vacances, il ne faut pas l'oublier, les minerais sont épuisables. Maintenant, au moment où je vous parle, on pense maintenant après le pétrole. C'est pourquoi il y a maintenant des voitures électriques. Oui? Donc, les minerais ou les ressources naturelles sont épuisables. Et pourtant, l'agriculture, on peut les renouveler à tout moment. On plante les maïs aujourd'hui, on les récolte, on les vend et puis on les remplace encore. Mais c'est différent avec les minerais. Donc, il faut prendre au sérieux les problèmes de l'agriculture. Donc, seule l'agriculture peut faire avancer l'économie de façon, à pas d'échéance, il veut dire. Et nous savons tous que le Sénégal est reconnu pour la culture des arachides. Bien que tous ces fermes, des fermes occupées des fermes qui appartiennent aux familles, qui ont fait la sommation, ça fait quand même quelque chose. Mais le problème est que la plupart des gens, ils ne sont pas formés et ils n'ont pas accès aux scientifiques, aux agronomes. C'est ça le problème. Je l'avais dit tantôt. Quand on va dans les secteurs des mines, il y a des gens qui s'y connaissent. Mais quand on va en agriculture, on trouve que n'importe qui peut le faire. C'est ça maintenant, c'est machines. Il n'y a pas beaucoup de gens dans les milieux ruraux. Il y a plus des machines qui travaillent. Ouais? Donc, comme nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, utilisons les gens qui sont là dans les villages, ils sont là. On n'a pas à les déplacer, à payer des loyers pour eux, tout ça. Ils sont déjà là. Ils habitent là, ils vivent là, ils connaissent les milieux. Donc,
Quelle est l'importance de l'agriculture dans l'économie? Pour en parler, je reçois l'ingénieur Aimé Tanabanou, installé aux États-Unis d'Amérique, plus précisément dans l'État de Colorado, à Denver. Ingénieur Aimé Tanabanou, nous vous saluons. Bonsoir, monsieur Katende. Ingénieur Aimé Tanabanou, nous allons parler de l'importance de l'agriculture dans l'économie en République démocratique du Congo, mais actualité oblige, nous allons toucher aussi quelques questions d'actualité en République démocratique du Congo. Nous commençons avec un premier dossier. Vous le savez, nous avons suivi dans les voies des médias et des réseaux sociaux un procès qui a fait mal des jeunes à Kinshasa qui s'adonnent au kidnapping. Qu'est-ce que vous en pensez, Aimé Tanabanou? Oui, merci pour la question. Je pense qu'il y a un problème d'encadrement des jeunes au Congo. Il y a tout un ministère de la jeunesse au Congo qui existe. Quand on voit la situation sur place, c'est comme si les jeunes étaient abandonnés à leur propre sort. Évidemment, il y a des petits bandits qui existent par-ci, par-là, mais en général, les jeunes devaient être encadrés. Il y a tout un ministère de la jeunesse qui est là, qui devait faire les suivis de ces jeunes-là. Ils font ça parce que, pour la plupart, ils se disent qu'ils n'ont pas de travail, donc ils n'ont pas des moyens pour subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi ils se sont mis dans le banditisme, dans le kidnapping. Évidemment, si on suit de près, il y a certaines autorités qui peuvent être des mèches avec eux. C'est ça mon point de vue. Parce que le kidnapping organisé à ce niveau-là, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, sûrement, il y a des gens qui les encadrent et qui les poussent à faire ça. Sûrement, il y a des gens qui les encadrent. Mais quand on voit ces jeunes, leur âge tourne dans la fourchette entre à peu près 20 ans à 35 ans. Est-ce que ce n'est pas une main-d'œuvre qu'on pouvait exploiter dans l'agriculture? Justement, c'est ça même le titre des sujets d'aujourd'hui. Nous allons voir l'impact de l'agriculture sur l'économie. Et quand on parle d'économie, on parle de la main-d'œuvre aussi. De la main-d'œuvre aussi. Deuxième dossier aussi d'actualité, l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende, retrouvé mort dans son véhicule. Qu'est-ce que cela vous inspire quand une personnalité qui a été ministre honoraire du transport peut facilement être retrouvée mort? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une mauvaise chose parce que ça... Parce qu'il c'est un député en fonction, je crois. Oui, oui, il est en fonction. Donc, quand un député en fonction est abattu comme ça, et maintenant, à plus forte raison, les peuples qui vivent dans les périphéries. Donc, ça, c'est grave. Laissons la justice à faire son travail et on verra comment ça va aboutir. Vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique, comment le jeune est encadré? C'est par le travail, c'est comment les jeunes sont encadrés. Est-ce que les jeunes ici, par exemple, aux États-Unis, dans le tas du Colorado où vous êtes, est-ce que les jeunes peuvent déjà travailler très jeunes, être impliqués dans le travail? Oui, déjà à l'école primaire, pendant les vacances, moi je me souviens mes enfants qui n'avaient qu'à l'époque 10 ans comme ça. Pendant les vacances, il y a des petits travaux à faire à l'école. Et un petit frère, on paye à peine $3 l'heure ou $4 l'heure. C'était 3 heures par semaine, je crois. Déjà, on initie l'enfant à travailler, à aimer le travail. Et déjà à 16 ans, 15 ou 16 ans, ça dépend des États, l'enfant peut travailler, je crois, 4 heures par semaine, je sais pas, 4 heures par jour, je crois. 3 à 4 heures par jour, déjà à 15 à 16 ans. Et à 18 ans, c'est comme un adulte, à temps plein, en 8 heures de travail ou plus. Donc, on donne déjà les goûts à l'enfant à vouloir travailler, à aimer le travail. Et si nous pouvons copier ces modèles-là, ça peut être vraiment bénéfique pour nous. Et pour terminer ce point par rapport à la comparaison, sur le plan sécuritaire, comment est établie la sécurité des mouvements, par exemple, dans l'État de Colorado?
est-ce que tout le monde peut, tout le monde peut tomber dans un danger facilement, par exemple à Colorado? Comment se passe la sécurité? Bien, il y a certaines postes d'insécurité, bien sûr, parce que les hommes, on ne peut pas tout les contrôler. Si on voit l'effectif de la police, on voit la population, on voit que la police, il y a, disons, le nombre de policiers est de loin inférieur au nombre de la population. Mais quand même, ils sont équipés, ils sont suffisamment équipés vraiment pour pallier la situation. Et à part la police, il y a les services de sécurité. Ils sont là dans les supermarchés, tout ça, qui ne sont pas, qui sont des forces, on les appelle des paramilitaires, qui sont là pour contrôler. Dès qu'il y a un danger, ils alertent la police directement. La police intervient. Donc, nous devons organiser la police, équiper la police, parce que quand on voit notre police au Congo, vraiment, il y a un problème d'équipement. Et la place ils ont des moyens. Et la place des caméras de surveillance aux États-Unis, quelle place cela donne dans la population et surtout dans les lieux publics et dans les espaces? Oui, bah, parce que la population a quand même peur de voir qu'il y a des caméras de surveillance partout. Parce que pour les appréhender, c'est facile. Il suffit de suivre ce que les caméras avaient enregistré et on peut t'attraper facilement. Donc, je crois que la technologie est vraiment importante dans la sécurité. Un pays comme la RDC, comme Kinshasa, par exemple, la capitale, doit avoir des caméras de surveillance. Oui, effectivement. Je me souviens à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des containers sur chaque avenue. Je ne sais pas si ça existe encore. C'était quand même efficace. Hein? Si on devait placer des containers de police dans les quartiers, dans des coins spécifiques, en tout cas, ça peut faire évoluer la situation. Une police de proximité. Oui. Et même éduquer ou entraîner les jeunes du coin à faire ce qu'on appelle l'autodéfense, à défendre leur coin contre les agresseurs. Par exemple, il le faisait. Ouais. De partout où vous nous suivez, si vous nous prenez de cours, nous recevons Emeta Nabanou. Nous avons commencé par décortiquer l'actualité, actualité oblige, et là nous passons à notre sujet du jour qui est la place de l'agriculture dans l'économie. Quelle est l'importance de l'agriculture dans l'économie? Emeta Nabanou, première question, quelle est l'importance de l'agriculture dans l'économie? Est-ce que l'agriculture a sa place dans l'économie? Bien. Merci pour la question. Je commencerai à définir de la façon la plus simple qu'est-ce que l'économie. L'économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Donc, c'est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Et quand on dit ressources rares, on voit les aliments aussi, parce qu'on ne ramasse pas les aliments n'importe où. Donc, les denrées alimentaires sont des ressources rares. Alors, je vais aussi définir qu'est-ce qu'est l'agriculture pour la compréhension de nos internautes. L'agriculture, c'est la culture du sol. L'ensemble des travaux transformant les milieux naturels pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. Je souligne ici la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. Donc, quand on voit végétaux, ce sont les plantes, maïs, soja, ananas, mangue, ainsi de suite. Et quand on voit animaux, on voit les animaux de la ferme, les bovins, les ovins,
la basse-cour, et ainsi de suite. Alors, dans l'agriculture, il y a 5 grands maillons. Alors, je prends le maillon numéro 1, c'est les intrants agricoles, ou les intrants en général. Qu'est-ce que signifie intrant? Intrant, c'est tout ce qui entre dans la constitution de la production. Tout ce qui intervient dans la production. Je prends un exemple, des tracteurs, des charrues, des engrais. Ça, nous sommes à la phase post-production. Les engrais, les semences, et ainsi de suite. Alors, si l'agriculture est vraiment bien encadrée et bien faite, tous ces secteurs-là vont se développer. Ça veut dire quoi? Les sémenciers ou celui qui vend les semences va vendre. Et ça crée la main-d'œuvre pour ce secteur-là et ça crée des profits. Ceux qui ont des tracteurs vont servir. Donc, la main-d'œuvre, ils vont utiliser la main-d'œuvre payée. Je prends les pesticides, tous ces produits chimiques pour épandre sur le sol, pour lutter contre, par exemple, les insectes et certaines maladies. Ce secteur-là va marcher aussi. Donc, ça crée de la main-d'œuvre et ça crée des profits. Or, dans l'économie est l'ensemble des transactions. Alors, nous voyons que déjà à partir de là, il y a des transactions. Ça, c'est un. Donc, je pense que ça, c'est le secteur intrant agricole. Premier maillon. Deuxième maillon, il y a la production. La production va utiliser la main-d'œuvre payée. Donc, ça donne du travail aux jeunes gens ou à n'importe qui vont sarcler, qui vont labourer, qui vont faire la récolte, et ainsi de suite. Donc, ça donne la main-d'œuvre à la population aussi, hommes et femmes. Ça, c'est la partie production agricole. Dans le secteur de l'élevage, la même chose. Il y a des gens qui vont s'occuper, par exemple, de la porcherie, pour nourrir les porcs. Il y a des vétérinaires qui vont trouver du travail pour intervenir dans les cas de pathologie pour les animaux, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que déjà, à ce niveau-là, il y a la main-d'œuvre qui est utilisée, il y a des profits. Ça veut dire les gens qui vendent leurs services et en retour, ils reçoivent l'argent. Donc, déjà, ça booste l'économie. Nous sommes au niveau de la production. Maillon numéro 2. Maillon numéro 3, il y a l'industrialisation. Parce que quand on produit, il y a des produits qui sont périssables. Il faut les transformer ou les conserver. Donc, nous partons maintenant dans les industries. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là, avant que je ne continue. De partout où nous suivez, nous recevons pour vous Aimé Tanabanou, ingénieur. Il est spécialiste dans les questions de l'agronomie. Notre première question, c'est celle-ci. Vous nous avez présenté les deux grands maillons, les intrants, les machines. Maintenant, quelle est la capacité d'investissement dans les secteurs agricoles en tenant compte des deux points que vous avez soulevés? Aujourd'hui, pour nourrir un pays comme la République démocratique du Congo, comment doit se faire le choix d'investissement à partir de ces deux maillons que vous venez de citer? Aimé Tanabanou. Bien, il y en a encore beaucoup. J'estime que c'est mieux que allez-y, tous les maillons avant de répondre à la question. Donc, nous étions à la phase de l'industrialisation qu'on appelle le secteur secondaire. Parce que le secteur primaire, c'est la production. Et le secteur secondaire, c'est l'industrialisation. Là, on voit des industries agro-industrielles, des usines agro-industrielles comme les savonneries, on voit des fromageries, biscuiteries, boulangeries, même l'abattoir, parce que l'abattoir, c'est justement pour conserver la viande. Donc, ils vont dépiécer et puis conserver la viande. Donc, tous ces secteurs-là apportent la main-d'œuvre et il y a des transactions, il y a des profits. Ça, c'est le secteur 3.
Ensuite, il y a le transport. Donc, ça donne du boulot aux camionneurs, aux chauffeurs, et ainsi de suite, qui vont transporter les produits agricoles de la ferme au lieu de stockage. Et en même temps, bien sûr, créer les routes aussi, parce qu'il faut aménager les routes. Donc, ça développe beaucoup de secteurs à la fois. Ça, c'est le secteur du transport. Il y a aussi l'entreposage des chambres froides pour conserver les aliments. Il y a des entrepôts aussi. Donc, tout ça, ça crée de l'emploi à la population. Voilà un peu, en gros, voilà un peu, en gros, ce que j'avais à dire sur le grand maillot de l'agriculture. Et maintenant, évidemment aussi, il y a l'import-export. OK. Il y a aussi l'import-export, quoi. L'exportation. Maintenant, la question que l'on posait, comment se fait le choix d'investissement par rapport à tous les moyens que vous avez posés? Parce que je vous ai posé cette question, vous avez dit que vous deviez épuiser. Parce que chaque année, nous voyons par exemple en Afrique, par exemple en République démocratique du Congo, un budget national. Mais comment se fait maintenant le choix par rapport à l'investissement dans ces secteurs? On prend plus de 80 millions d'habitants en République démocratique du Congo. Comment doit se faire le choix d'investissement dans ces secteurs? Bien, merci pour la question. Comme je l'avais dit autrefois, il faut voir dans la population ou dans les milieux ruraux ceux qui sont déjà dans l'agriculture. Donc, ils sont dans les bains. Donc, ils sont trempés dans l'agriculture et ils ont un peu d'expérience dans ces domaines-là. Parce qu'ils ont essayé, ils ont tenté, ils se sont butés à des obstacles et ils continuent, ils persévèrent. Ce sont ces gens-là qu'il faut choisir au départ. Parce que une entreprise qui n'a pas encore commencé n'a pas l'expérience sur le terrain. Ouais, et je prends le cas des Bukangalos. Ils ont commencé comme ça, ils ont beaucoup financé, et pourtant, il n'y avait pas d'expérience sur le terrain, ça a échoué. Si ça ne dépendait que de moi, Bukangalos devait commencer ne fût-ce que par un petit, même 5-5 par exemple, et voir, maîtriser les 5-5 hectares et maintenant évoluer. Mais donc, il fallait commencer par des projets pilotes. Projets pilotes, oui. Voir si ça va marcher ou non. C'est comme à l'époque, quand j'étais étudiant à Kisangani, il y avait un projet qu'on appelait Kaben, Kakoye de Bengamisa. Il y avait un projet pilote. Ils ont encadré les paysans, ils ont planté des cacao et ça a réussi. Mais évidemment, avec le temps, ils m'ont abandonné. C'est déjà, ça avait bien marché. Donc, il faut voir ceux qui sont sur le terrain, qui sont sur le terrain et faire les choix sur ces gens-là, les encadrer et puis ça va être. Mais est-ce que ceux qui sont sur le terrain font nécessairement ce que l'investisseur en a besoin? Mais justement, c'est pourquoi il faut faire des recherches, il faut aller sur le terrain. Parce que quand on va au ministère de l'Agriculture, il y a des couloirs. On sait que, par exemple, Goma ou le Nord Kivu, c'est un couloir où on produit des pommes de terre et l'élevage des bovins. On le sait déjà. Donc, si on veut tenter l'agriculture dans ces domaines-là, voilà, on a déjà des données et puis on va vers eux, on les encadre. On s'entend ce qu'il faut faire. Ouais. Donc, il faut avoir des données déjà, des données de départ. Et puis après, aller voir ces gens-là et puis faire un plan d'investissement. Voilà. Faire un plan d'investissement, comme vous venez de le dire, donc il faut faire un plan d'investissement. Maintenant, ce plan d'investissement, est-ce que c'est possible de le faire avec les agriculteurs eux-mêmes? C'est pourquoi il y a, au ministère de l'Agriculture, il y a beaucoup de services, justement pour encadrer les paysans. Il y a des services là-bas.
Je prends, il y a Senasem, par exemple, Service national des semences. Donc, l'agriculteur qui n'a pas des connaissances scientifiques sur la matière va aller auprès des gens qui s'y connaissent. Et on va l'aider à faire les choix sur les semences, d'améliorer la bonne semence. Et puis sur le terrain, on va envoyer des gens pour les encadrer. À l'époque, les Belges, il y avait ce qu'on appelait des moniteurs agricoles, dans des agronomes du territoire. Ils étaient là à côté des fermiers ou des cultivateurs pour les encadrer. On plante comme ça, on doit faire tel type comment on appelle ça, des labours, on doit sacler, on doit faire, comment ils prennent des engrais. Donc, ils étaient là pour les encadrer. Voyez-vous? Donc, nous devons seulement reprendre ces schémas-là. Voilà. Reprendre ces schémas, mais il y a une question qui nous a été posée. Beaucoup savaient que nous allons passer cette émission. Ils nous ont posé leurs questions sur l'opportunité et la rentabilité. Rentabilité en termes de capacité de nourrir la population et la rentabilité en termes de marché. Est-ce que quelqu'un peut avoir de la richesse grâce à l'agriculture, surtout en République démocratique du Congo, pour parler d'un cas concret? Nous voyons par exemple les investisseurs venir investir dans le domaine des mines, dans les secteurs miniers, parce qu'ils savent que là-bas, il y a une certaine rentabilité, qu'ils peuvent exporter, il y a une certaine demande. Maintenant, sur le plan de la rentabilité, comment rendre notre agriculture rentable sur le plan de la capacité à l'autosuffisance alimentaire et sur le plan de la rentrée des devises? Vous le suivez, le taux de dollar est en train de grimper à Kinshasa et les économistes soutiennent cela parce qu'il y a trop de dépenses, mais il n'y a pas de production. Est-ce que l'agriculture peut-elle être rentable sur le plan autosuffisance alimentaire par rapport à la population en République démocratique du Congo et faire entrer des devises par rapport à la vente, à la consommation, que ce soit au niveau local comme à l'extérieur du pays? Aimé Tanaban. Merci pour la question. Je prends le secteur minier. Si les investisseurs viennent dans un pays, ils amènent des spécialistes. Ils n'amènent pas n'importe qui. Des gens qui s'y connaissent, des gens qui ont la connaissance en la matière. De la même façon, en agriculture, si on veut faire une agriculture intensive, il faut nécessairement avoir des gens qui s'y connaissent. Le mal avec nous, n'importe qui peut faire l'agriculture. C'est bien s'il s'agit d'une agriculture familiale. Ça, c'est bien. Mais s'il s'agit d'une agriculture intensive, je pèse bien mes mots, une agriculture intensive, c'est-à-dire à grande échelle, il faut avoir avec soi des gens qui s'y connaissent, c'est-à-dire des ingénieurs agronomes et des techniciens. Voyez-vous, parce que c'est un projet qui va nécessiter beaucoup de moyens et qui va demander qu'il y ait des profits. Alors, vous avez posé la question de savoir si l'agriculture est rentable. J'allais arriver là. Il y a ce qu'on appelle les agricultures des rentes, l'agriculture des rentes, c'est-à-dire que l'agriculture industrielle. Je cite café, cacao, canne à sucre, tabac, et ainsi de suite. Ce sont des cultures à l'époque qui faisaient entrer beaucoup de devises parce qu'il y avait un marché à l'extérieur. Et quand on dit marché à l'extérieur, cela veut dire quoi? Il faut vendre avant de produire. Il ne faut pas aller comme ça, commencer à faire l'agriculture sans savoir là où on va vendre. Il faut avoir des marchés avant de produire. Ça se passe comme ça. Mais malheureusement, chez nous, on commence comme ça, on n'a pas encore de marchés. Et quand on produit, on commence maintenant à aller chercher à gauche, à droite et on est dessus. Donc, il faut vendre avant de produire. Voyez-vous? Alors, nous connaissons la population. Il faut faire ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire ou la sécurité alimentaire en fonction de la population d'un pays. Donc, vous produisez pour le pays et puis l'excédent, vous les exportez. Pour certaines cultures.
Mais il y a des cultures qui sont d'office exportées, comme le cacao. Vous avez la Côte d'Ivoire maintenant et la Côte d'Ivoire produit du cacao, des côtes de cacao. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, un grand producteur de cacao dans le monde. Donc, ça, on appelle ça les cultures de rente, les cultures qui font entrer des devises. Donc, si on gère bien l'agriculture, en tout cas, je vous rassure que ça va vraiment booster l'économie. Booster l'économie au niveau de l'entrée des devises. Et puis, au niveau local, comme j'avais dit là, dans les 5 maillons, les 6 maillons de l'agriculture, ça va absorber la main-d'œuvre. Ces gens-là seront payés, ils vont payer des taxes à l'État. Et puis même au marché, les détaillants, quand ils vont vendre, ils vont payer des taxes à l'État. Tout ça, ça va renflouer les caisses de l'État. Donc, ça va vraiment soutenir notre économie. Voilà. Nous avons vu le président Denis Sassou Nguesso au Rwanda en visite officielle de 3 jours. Et dans le reportage de nos amis journalistes, ils nous ont fait comprendre que les Rwandais achètent des terres agricoles dans certains pays en Afrique, notamment au Congo-Brazza. Nous avons aussi la Chine qui achète des terres, par exemple le Cameroun, le Gabon, pour faire de l'agriculture. Si d'autres pays peuvent acheter des terres à l'étranger pour faire l'agriculture, pour le bien-être de notre population, quel est le message que vous pouvez envoyer aux décideurs qui nous suivent sur l'importance des terres agricoles? Parce que les miniers sont en train de tout prendre. Les espaces agricoles sont en train d'être cédés. Quel est le message pour faire comprendre l'importance de ces terres? Le Rwanda n'a pas suffisamment de terres. Elle achète ailleurs, au Congo-Brazza, des hectares. La Chine fait pareil. La Chine a acheté au Gabon, au Cameroun, ainsi de suite. Mais quel est le message que vous pouvez faire passer maintenant dans ce programme par rapport à l'importance de l'agriculture dans l'économie en RDC? Bien, nous savons maintenant que le monde est devenu un village. Ça y est, il n'y a pas de mal à acheter des terres dans un pays étranger. Il suffit d'avoir un contrat et puis les acheter. Il n'y a pas un problème à ça. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons viser loin. Nous avons beaucoup de terres. Et puis, si nous estimons que nous pouvons acheter des terres à l'étranger, nous pouvons les faire. Mais moi, je souhaiterais d'abord qu'on puisse utiliser nos terres au préalable avant de penser ailleurs. Parce que si on va produire à l'étranger, il faut rapatrier encore les produits, tout ça, vous voyez tous ces mouvements-là. Donc, nous avons assez d'espace maintenant dans le pays. Utilisons ces espaces-là d'abord, et puis on va voir après s'il faut exporter des terres dans d'autres pays. Mais pas nécessairement exporter, mais c'était juste pour faire comprendre de l'importance de l'agriculture. Parce que ceux qui n'ont pas de terre dans leur pays cherchent à acheter même des terres ailleurs. Mais en République démocratique du Congo, il y a des terres, mais il y a l'insuffisance alimentaire. Nous avons vécu la pénurie du maïs. Nous avons des terres, mais pas d'agriculture. Une adéquation qu'on ne sait pas expliquer. Comment expliquez-vous cette adéquation? Il y a des terres, mais pas d'agriculture suffisante en République démocratique du Congo. Et surtout, nous sommes 60 ans après l'indépendance. Bien, moi je pense que
le regard de beaucoup de nos acteurs politiques ou des gens qui nous gouvernent sont plus braqués sur les mines. Et pourtant, il ne faut pas l'oublier, les minerais sont épuisables. Maintenant, au moment où je vous parle, on pense maintenant après le pétrole. C'est pourquoi il y a maintenant des voitures électriques. Voyez? Donc, les minerais ou les ressources naturelles sont épuisables. Et pourtant, l'agriculture, on peut les renouveler à tout moment. On plante les maïs aujourd'hui, on les récolte, on les vend et puis on les remplace encore. Mais c'est différent avec les minerais. Donc, il faut prendre au sérieux les problèmes de l'agriculture. Donc, seule l'agriculture peut vraiment faire avancer l'économie de façon, à pas d'échéance, il veut dire. Et nous savons tous que le Sénégal est reconnu pour la culture des arachides. Rien que les arachides. Vous voyez? Et j'étais en Éthiopie. L'Éthiopie est reconnue pour... C'était un grand producteur de la viande des vaches, l'Éthiopie. Et puis un grand producteur de café. Rien que les deux là. Mais ça fait l'économie, ça fait la force de l'économie. Mais nous avons autant de cultures. Mais on les néglige. Donc, il est temps qu'on pense à revenir à la terre. Je ne sais pas si vous avez suivi le nouveau pacte financier qui a eu lieu en France. Beaucoup de pays africains étaient invités. Il y avait des grandes puissances autour de Macron. Félix Tshisekedi, président de la République, avait envoyé le Premier ministre Sama Lukonde pour le représenter dans ce nouveau pacte. Ce nouveau pacte appelle à l'équilibre financier entre États. L'Afrique, ce sont des dettes. Nous avons beaucoup de dettes. Nous avons emprunté de l'argent à l'FMI, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, ainsi de suite. Et il faut pouvoir payer ces dettes. Et quand il y a des restructurations économiques sur le plan international pour respecter les dettes, il se pose un problème. Les pays concernés, tels que l'Afrique, ne peuvent pas exécuter leur programme de développement parce qu'ils doivent entrer en symbiose d'esprit avec le FMI, Banque mondiale. Dans cette situation, est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on est redevable à d'autres pays qui vous ont financé certains secteurs, vous n'êtes pas redevable à pouvoir, par exemple, négliger l'agriculture? Parce qu'on n'a jamais vu les FMI et la Banque mondiale, par exemple, soutenir des projets dans les secteurs agricoles, par exemple. Oui, le problème est que, comme j'avais dit, nous axons beaucoup d'efforts dans le secteur des mines et nous négligeons l'agriculture. Si vous vous souvenez à l'époque à l'époque des quand on a exporté les noix de l'Afrique vers le continent américain, hein, comment on appelle ça encore? Donc à cette époque-là, pourquoi on a pris les noix en Afrique pour les amener en Amérique? Donc vous parlez de l'esclavagisme. C'était quoi? C'est l'esclavagisme. C'était l'agriculture d'abord. Tout à fait. Des main-d'œuvre. Une main-d'œuvre moins chère. Oui. C'était l'agriculture. Pourquoi on doit exporter les gens de si loin pour les amener dans une terre lointaine? C'était à cause de l'agriculture. Mais les gens ne se rendent pas compte. Vous voyez? De l'impact de l'agriculture. Quand les Belges étaient là, au cours belge, ce qu'ils faisaient en grande échelle, c'était l'agriculture. Il y avait des plantations. Moi, j'étais en Gambie, à l'INERA. Il y avait des plantations des EVA, des palmiers à huile, café, cacao, et ainsi de suite. Et l'économie du Congo était forte à l'époque. Mais les gens oublient facilement. Donc, recourons à l'histoire. Nous devons lire l'histoire. Et puis, vraiment voir là où nous pouvons recommencer. Donc, on oublie vite l'histoire. Recourons à l'histoire et puis redémarrons les choses. Les États-Unis ici, c'est parmi les pays qui produisent beaucoup à manger. Moi, j'ai travaillé dans une compagnie, une industrie laitière. Mais il faut voir chaque jour, il y a combien de camions citernes qui amènent le lait. Chaque jour, il n'y a jamais eu de rupture. Pas de rupture. Pas une seule fois. Donc, ils ont des élevages intensifs partout. Et ils se sont spécialisés en secteur. Il y a aussi
l'industrie pour la production de la viande des vaches. Chaque jour, ils abattaient au moins 2000 têtes ou plus. Je crois c'est autour de 3000 têtes. Chaque jour. Imaginez, ils ont quel cheptel. Right? Donc, nous devons vraiment nous reconcentrer sur l'agriculture. Nous sommes trop distraits. La musique, c'est bien, mais nous aimons trop la musique maintenant. Nous aimons trop des choses superficielles. Mais retournons vraiment à la case de départ. Retournons à la case de départ, comme vous venez de le dire, mais Aimé Tianabanou, il n'y a pas de développement sans la participation du secteur privé. Comment faire retrouver la place du secteur privé, les entrepreneurs, les entreprises privées, surtout les Congolais, dans ce secteur de l'agriculture? Pas cette agriculture de ferme, non, nous allons un dimanche à la ferme, de manière aléatoire, mais des gens puissent vivre, c'est dire que non, je peux investir dans l'agriculture comme j'investirais dans tout autre secteur. Bien. L'agriculture familiale n'est pas aussi à négliger parce que ça fait partie du PIB aussi. Donc, on fait la sommation de tous ces fermes, des fermes occupées par, enfin, des fermes qui appartiennent aux familles. Si on fait la sommation, ça fait quand même quelque chose. Mais le problème est que la plupart des gens ils ne sont pas formés et ils n'ont pas accès aux scientifiques, aux agronomes. C'est ça le problème. Je l'avais dit tantôt. Quand on va dans les secteurs des mines, il y a des gens qui s'y connaissent. Mais quand on va en agriculture, on trouve que n'importe qui peut le faire. C'est ça, mais c'est ça maintenant, c'est là où nous avons les échecs. Même moi-même qui suis agronome, des fois, je me suis buté à des obstacles, mais je suis du domaine. Parce qu'on ne sait pas prévoir les aléas de la nature. Je me suis buté au problème, par exemple, des insectes qui rongeaient des feuilles. Je me suis buté au problème des maladies, des maladies des végétaux et ainsi de suite. Voyez-vous? Et à plus forte raison, ceux qui ne connaissent rien. Donc, nous devons d'abord apprendre. Si on ne connaît pas, on fait appel à celui qui connaît pour être encadré. C'est comme un chauffeur, on ne peut pas donner la voiture à n'importe qui. Si tu n'es pas chauffeur, tu ne peux pas conduire la voiture. C'est de la même façon. L'agriculture, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis l'agriculture, ce n'est pas seulement l'affaire des pauvres. Ouais? Donc, nous devons essayer de repenser comment réorganiser l'agriculture. Voilà. Comment organiser l'agriculture? Aimé Tianabanou, nous ne voyons pas le temps passer. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Vous êtes ingénieur, agronome, confirmé. Vous avez appris ce métier en République démocratique du Congo, non pas à Kinshasa, mais dans le Congo profond. S'il fallait remonter la pente de l'agriculture, des propositions concrètes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Par où commencer? Par où commencer, vous qui êtes expert? Vous êtes expert pas parce que vous avez observé les autres, mais vous-même, vous étiez acteur. La preuve, vous avez des plantations à Kinshasa, le plateau de Bateke. Oui, je confirme, c'est Kinshasa, le plateau de Bateke. Et vous êtes aussi fermé aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de Colorado. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter la pente de l'agriculture 63 ans après l'indépendance? Vous avez soulevé quelque chose d'important. Les colons, le colonisateur belge était très fort dans l'agriculture. Le palmier à huile, vous avez PELZ qui devient PELC, vous avez des cafés, vous avez
plusieurs plantations de caoutchouc, le coton que beaucoup oublient. Il y avait le coton qu'on faisait parce qu'il y avait l'industrie du textile. Comment relever la pente? Parce que dans un débat qu'on était en train de faire, beaucoup pensent que la RDC n'a jamais été développée. La RDC a été développée, elle était troisième au même rang que le Canada. Aimé Tanabano. Bien. La première des choses, c'est de répertorier tous ceux qui sont dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-business. C'est comme quand on a des médecins, il y a la corporation des médecins qui sont répertoriés. Quand on est médecin, on n'est pas dans l'ordre des médecins, on ne sait pas prester parce qu'on n'est pas reconnu, mais bien qu'on a les diplômes, on n'est pas reconnu. Donc, vous pensez qu'il faut faire l'ordre des agriculteurs, vous pensez ça? Pas nécessairement, mais les répertorier en coopérative, par exemple, en paysanat ou coopérative. Il faut les répertorier. Il faut qu'ils soient quelque part dans un fichier, quelque part au bureau de l'État. Parce qu'il y a des gens qui font l'agriculture, mais ils ne sont pas enregistrés. Ils doivent se faire enregistrer d'abord. Ça, c'est un. Donc, les petits agriculteurs, les moyens et ceux qui font à grande échelle. On les répertorie d'abord. Il faut répertorier d'abord. Ensuite, on voit secteur par secteur. Qui produit quoi? On voit les besoins du pays pour l'autosuffisance alimentaire, pour la sécurité alimentaire. Maintenant, on fait un programme d'investissement. Ça veut dire quoi? Il faut envoyer des gens, des équipes pour faire la prospection. On voit, comme j'avais dit l'autre fois, on voit les terres qui sont occupées, on fait la prospection, l'étude de fertilité, l'étude de faisabilité, ainsi de suite, pour voir comment booster l'agriculture, secteur par secteur. Il faut les regrouper. Il faut qu'on regroupe ces gens-là, parce qu'on ne peut pas aller investir pour une seule personne. Il faut qu'ils soient en groupe. On regroupe et puis on voit maintenant les spécialités. Qu'est-ce qu'ils produisent? Ceux qui produisent, par exemple, les maniocs sont regroupés dans un groupe. Ceux qui produisent le maïs dans un groupe, et ainsi de suite. Maintenant, avec les fonds, parce que j'avais suivi dernièrement qu'il y avait un fonds de 1 milliard qui devait être, qui est à la disposition de l'agriculture. On voit maintenant comment produire. On fait l'étude d'estimation des rendements. On fait un plan. Nous avons des arachides, par exemple. Nous allons investir 1000 hectares. Ça va coûter combien? On fait tous ces calculs-là. On va payer la main-d'œuvre pendant 3 ou 4 mois. Et puis pendant la récolte, on va récolter. On va vendre à combien les kilos? Ainsi de suite. Quels sont les besoins des aliments pour ce secteur ici? Combien devons exporter? On fait toutes ces études au préalable. Et on a des marchés à l'extérieur du pays s'il faut exporter au préalable déjà aussi. On a des contrats. Et à ce moment-là, on peut injecter des fonds. Alors, on voit les moyens. Ceux qui font, par exemple, la pisciculture, on les regroupe. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un vétérinaire, ils ont besoin des aliments pour poissons, des vitamines, ainsi de suite. On les finance. On prévoit déjà quand on va récolter des lieux de stockage, des chambres froides, ainsi de suite. Là, on va écouler les produits. Et puis, s'il faut exporter, on a déjà des contrats à l'extérieur. Tout ça, ça amène des devises dans les caisses de l'État. Tous ces gens-là, tous ces détaillants-là vont payer des taxes. Et quand on va exporter, il y aura des taxes aussi. On va amener des devises étrangères, des devises dans nos banques. Donc, c'est un secteur qu'il faut vraiment prendre de sérieux. Il faut vraiment prendre de sérieux. Parce que tout ça, ça va créer beaucoup d'emplois. J'ai suivi une fois, j'étais en France ou quoi, les secteurs agricoles avaient, je crois, dans un coin de la France, 100 000, je crois, employés. 100 000. Ça fait quelque chose. Et pourtant, au Congo, on dit que nous avons à peu près 75% de la population qui est agricole, qui est rurale. Alors, nous sommes dans le combien? 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, selon les estimations. Selon les estimations. Ça veut dire que 75 millions d'habitants sont dans les milieux ruraux. Si nous avons seulement même 1 million qui peuvent produire, imaginez qu'est-ce qu'il y a les booms. Parce qu'ici, aux États-Unis, nous avons 3 millions d'agriculteurs. Il y en a 3 millions.
Parce qu'ici, c'est intensif, ils utilisent beaucoup plus de machines. Il n'y a pas beaucoup, vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens dans les milieux ruraux. Il y a plus des machines qui travaillent. Ouais. Donc, comme nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, utilisons les gens qui sont là dans des villas, ils sont là. On n'a pas à les déplacer, à payer des loyers pour eux, tout ça. Ils sont déjà là. Ils habitent là, ils vivent là, ils connaissent les milieux. Donc, utilisons ces gens-là. Les petits producteurs, il faut les encadrer parce qu'ils ne connaissent pas comment calculer les profits, comment calculer les coûts, ainsi de suite. Ils ne savent pas, ils ne savent rien. Ils font seulement l'agriculture de subsistance. Si vous demandez à ces gens-là, vous avez combien d'hectares, ils ne savent pas. Vous avez injecté combien de fonds pour produire, ils ne savent pas. Vous allez vendre à combien, ils ne savent pas. C'est un grand problème. Donc, il faut qu'ils soient encadrés. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils essaient déjà de faire quelque chose, mais il faut les encadrer avec la science. Donc, il y a les pouvoirs publics, il y a la science avec les agronome. Si on suit cette ligne-là, nous allons faire un boom économique. Aimé Tanaba, nous allons faire un boom économique. Il y avait une question qui est revenue. Beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'agriculture, que ce soit en République démocratique du Congo comme dans la diaspora, mais ils ne savent pas par où commencer. Ils savent qu'il y a 80% des terres arables en République démocratique du Congo. Ils savent qu'il y a plusieurs cultures qui peuvent se faire, mais par où commencer? Quels sont les bureaux toqués? Comment se lancer dans ce domaine? La première des choses, c'est chercher des terres. On peut louer, on ne peut pas nécessairement acheter. Il y a des gens qui mettent leurs terres en location, 2 hectares, 3 hectares, 3 hectares. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter, vous louez 1, 2, 3 hectares. Ne commencez pas grand, commencez petit. Et puis, faites-vous accompagner par celui qui connaît, celui du domaine. Et pas n'importe quel agronome, un agronome praticien. Pas un agronome de bureau. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux seulement, ils ne pratiquent pas l'agriculture. Il faut des pratiquants. Faites-vous accompagner au début. Faites des calculs au début. Quelles semences je vais utiliser? Les coûts des semences. Et puis, je vais produire sur combien d'hectares. Comment je vais gagner? Comment on fait ce qu'on appelle l'estimation du rendement? On fait ça au préalable. Et puis, je vais vendre où? Vous commencez petit, 1 hectare, vous voyez pendant 1 année ou 2 ans, et puis vous agrandissez petit à petit. Et puis, il y a même des gens qui m'ont demandé, je ne sais pas si vous permettez, ils m'ont demandé si je pouvais leur passer mon numéro de téléphone. Bon, c'est pas ça. Si vous, le monsieur vous appartient. Vous pouvez passer votre numéro de téléphone, vous pouvez le communiquer, c'est important pour ceux qui veulent savoir. Mon numéro de téléphone est le +1 531 225 78 76 ou 78 76. Je commence. +1, c'est les codes des États-Unis. 531 2 2 5 78 76. Voilà. Vous m'appelez pour en consultation ou comment je vais ici là pour les conseils, ainsi de suite. Un grand merci, Aimé Tanabanou, d'avoir répondu à nos programmes. S'il est pratiquement 23h36 à Dallas, je pense qu'au Colorado, vous avez 1 heure de plus, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Nous sommes, ici, il est 22h36. 22h36, 1 heure de moins. Un grand merci pour votre disponibilité. Nous allons voir comment on peut créer même des espaces de formation pour que vous puissiez former tous ceux qui le souhaitent en agriculture, parce que vous avez ces 2 casquettes de scientifique en agronomie et de praticien du terrain. Donc, vous avez passé la nuit aux belles étoiles avec les serpents, avec les animaux que beaucoup craignent, et nous serons heureux de mettre à votre disponibilité un auditoire que vous pourrez former. Mais si vous souhaitez avoir le numéro de l'ingénieur, vous pouvez nous contacter ou suivre dans le programme son numéro de téléphone, parce que nous avons besoin de toutes ces intelligences pour le bien-être
de la RDC. À la place de soutenir des députés que nous ne connaissons pas, vous pouvez soutenir l'ingénieur Aimé Tanabanou, qui est un praticien, qui sait ce qu'il peut faire pour le Congo et sa population. Ingénieur Aimé Tanabanou, un dernier mot pour mettre un terme à ce programme de ce jour. Bien, l'avenir du monde maintenant est tourné vers l'Afrique. Il ne faut pas l'oublier. Parce que dans les pays occidentaux, ici en Amérique, ils ont presque tout fait. Et les secteurs prometteurs, c'est de l'agriculture. Donc, vraiment, prenez ça au sérieux, individuellement, en famille et même nos gouvernants. Donc, nous devons utiliser nos terres pour la prospérité de nos pays et pour la prospérité de l'Afrique et la prospérité du monde. Je vous remercie. Un grand merci, ingénieur Aimé Tanabanou. Merci, M. Katen Symphorien. À la prochaine. Et quand vous avez suivi, un grand merci. Restez connectés à nos programmes et soyez là. Donc, vous voulez aussi connaître notre programme sur l'assurance vie aux États-Unis d'Amérique. Vous pouvez nous contacter. Nous allons vous coacher sur l'assurance vie. Vous vivez aux États-Unis, vous n'avez pas d'assurance vie. Ce n'est pas sérieux. L'assurance vie n'est pas liée à la mort parce que quand on parle d'assurance vie, les gens pensent qu'ils vont mourir. Non. L'assurance vie aussi permet de rentrer dans certains critères américains. Quand vous avez l'assurance vie et que vous devez accéder à certains projets, à certains avantages aux États-Unis d'Amérique, ils sauront que vous êtes sérieux et que vous tenez à votre famille, à votre vie, ça vous ouvre des portes. L'assurance vie, ce n'est pas seulement lié à la mort pour dire que non, c'est l'argent que je vais laisser aux autres si je meurs. Non, 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 non. Les Américains ont d'autres manières de pouvoir traiter la crédibilité d'un individu. C'est en souscrivant aux assurances, c'est en souscrivant à l'assurance vie. De partout où vous nous avez suivi, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup, ingénieur Tanabanou. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.